Bonjour, donc je m'appelle Laurent Garnier, je suis le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle KPM, qui s'est spécialisée dans l'analyse des verbatims depuis des années et des années, Chut, chut, chut. et plus précisément dans la modélisation maintenant des parcours clients et des parcours collaborateurs à partir des verbatims des enquêtes de satisfaction ou des enquêtes NPS clients et des verbatims des enquêtes d'engagement côté collaborateur aussi. Ce dont je vais vous parler, c'est de la fameuse symétrie des attentions qui a été évoquée par Angélique et puis par d'autres interlocuteurs aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Je vais assez rapidement vous brosser la façon dont on travaille justement cette symétrie des attentions. Je vais vous parler de méthodo, je vais vous infliger 5-10 minutes de méthodologie. Et après, Manuel m'a dit, comme on a fait pas mal de travaux sur cette symétrie des attentions, il m'a demandé de faire une synthèse de ces travaux. Donc je vais vous faire une synthèse de ces 45 analyses miroirs qu'on a conduit sur une vingtaine de secteurs différents. Et c'est un peu je vous ferai une synthèse de ça, vous verrez sous la forme de typologie, de comportement, de posture de collaborateurs quand ils sont en contact des clients. Alors rapidement, comment on travaille? Voilà ce qu'on fait. Ça, c'est le travail de base pour nous. Ça, c'est ce qu'on appelle un parcours client. C'est-à-dire que c'est un parcours client qui est constitué à partir des verbatims. Donc, grâce au verbatim, on arrive à identifier absolument tous les touchpoints du parcours. Enfin, globalement, si c'est dans un verbatim, ça sera à un moment un touchpoint du parcours. On travaille, c'est la photo de milliers et de milliers de verbatims. Ça peut être des dizaines de milliers de verbatims qui sont là, représentés dans cette seule et unique photo, finalement. Et là, ce qu'on sait faire, on sait donc identifier très très précisément tous les touchpoints. Un parcours chez nous, ça fait entre 50 et j'allais dire 92 points d'étape, mais la semaine dernière, on a travaillé pour, Un touch point pour les non-spécialistes. un touchpoint, c'est un point d'étape ou un point de perception qu'a le client de l'expérience qu'il peut avoir avec une entreprise donnée. En général, on est entre 50 et j'allais dire 92 points d'étape, sauf que la semaine dernière, on a travaillé pour un client hôtelier et tout d'un coup, on a explosé le record. On était à 120 touchpoints différents pour vous montrer que dans l'hôtellerie, on est vraiment dans une espèce c'est un truc de détail, c'est absolument incroyable. Voilà. Donc on est sur des parcours qui sont très 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 précis. Et puis, au-delà de cette précision des touchpoints, on sait identifier exactement aussi combien de clients parlent de chacun des touchpoints spontanément dans leur verbatim. Et puis surtout, plus important, on arrive à identifier les moments forts du parcours, c'est-à-dire les moments dont les promoteurs parlent avec beaucoup d'intensité, et on voit bien que tout ce dont il parle n'est pas au même niveau d'intensité. Plus la barre bleue est haute, plus, et c'est toute notre expertise linguistique qui nous permet de comprendre qu'il y a des choses dont ils parlent avec beaucoup, beaucoup d'intensité, qui ont beaucoup d'impact sur leur perception. C'est la hauteur de ces barres bleues. Et puis, on est capable d'identifier les moments, donc les moments qui sont vraiment waouh, et puis on est capable d'identifier les moments qui sont rédhibitoires, qui sont extraordinairement frustrants, qui génèrent une frustration dingue, et c'est la profondeur des barres rouges, c'est les moments dont les détracteurs parlent avec beaucoup de véhémence. Donc ça, on fait ça depuis des années. On a fait 600 modélisations de ce type sur les 6 dernières années, un peu dans tous les secteurs d'activité, vous pouvez imaginer. Et puis, pour mettre en place cette symétrie des attentions, on interroge aussi les collaborateurs. Donc on va interroger tous les collaborateurs d'une entreprise qui sont au contact du client. Donc ça fait parfois des pelletés de gens. C'est-à-dire que quand on travaille chez Leroy Merlin, on interroge les welcomers, par exemple, qui sont à l'entrée du magasin, on interroge les vendeurs, les gens qui sont les hôtes et les hôtesses de caisse, les vigiles, les gens qui sont au service client, les gens qui livrent, même les artisans, qui ne sont pas des gens labellisés Leroy Merlin, mais qui sont des gens qui ont un sacré impact sur l'expérience que le client Leroy Merlin va vivre, parce que l'artisan qui va vous poser le plancher chez vous, il a un impact important sur la perception de l'expérience. Pour interroger ces gens-là, on fait très simple, on leur pose 2 questions toutes simples. Première question, c'est est-ce que, alors chez Leroy Merlin par exemple, il tutoie, donc est-ce que tu peux me raconter, en s'adressant au collaborateur, donc c'est une enquête email, est-ce que tu peux me raconter l'interaction la plus positive que tu as vécue avec un client cette année? Deuxième question, est-ce qu'au contraire tu peux me raconter l'interaction la plus frustrante que tu as vécue avec un client cette année? Aussi simple que ça. L'interaction la plus positive, vous comprenez bien que ça me donne toutes les barres bleues du parcours. L'interaction la plus frustrante, ça donne toutes les barres rouges du parcours. Bref, on arrive ici à modéliser exactement sur le même type l'expérience client et l'expérience collaborateur. Alors, à quoi ça ressemble? Manuel, j'ai besoin de toi. Voilà à quoi ressemble. Oh, bah, ça va, on s'en sort. Voilà à quoi ressemble le parcours. On est chez Maïf, par exemple. Voilà à quoi ressemble le parcours des sociétaires Maïf, donc des clients Maïf. Je vous montre ça pour vous montrer à quel point c'est détaillé, précis, etc. etc. D'accord? On montre. Ouais, est-ce que Maïf veut que ce soit la caméra? euh, Non, 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 on le monte de loin. D'accord? Et voilà le parcours des collaborateurs Maïf. Voilà les parcours des collaborateurs qu'on récupère avec ces 2 seules et uniques questions. Vous voyez que c'est un parcours tout aussi précis, détaillé, nourri, etc. Et qui, bien sûr, suit assez scrupuleusement les étapes, alors on ne le fait pas on le fait pas exprès, mais qui suit, bien sûr, les grandes étapes du parcours du client. D'accord?
Alors, une fois qu'on a fait tout ça, vous comprenez bien que l'idée, elle est assez simple. C'est-à-dire que j'ai mon parcours client d'un côté, j'ai mon parcours collaborateur de l'autre côté. Ce qui m'intéresse, c'est la mise en miroir de ces deux choses, de ces deux expériences qui sont très détaillées, très fouillées, vous avez bien compris. On a travaillé tout ça de façon très très précise. Et ça donne ça. Ça. C'est-à-dire la mise en miroir de ces deux expériences. Alors, rapidement, comment ça se construit? En fait, on construit tout sur la base de l'expérience du client. Ici, vous avez le côté de l'expérience du client, de ce côté-là, et de l'autre côté, vous avez l'expérience des collaborateurs. Donc, on construit tout sur la base de l'expérience du client, c'est-à-dire qu'on reprend les grandes barres bleues ou les grandes barres rouges qui étaient à la verticale dans les parcours que je viens de vous montrer, qu'on met à l'horizontale ici, mais ce sont les grandes barres bleues et les grandes barres rouges. Donc, c'est les moments qui comptent, les moments qui sont très structurants dans l'expérience des clients, que ce soit en positif ou en négatif. Donc, c'est les moments qui pèsent. Et sur ces moments très structurants de l'expérience client, on va regarder comment ça résonne côté collaborateur. Et après, c'est un jeu de barres. C'est d'une simplicité biblique, finalement, quand on y pense. Après, c'est un jeu de barres, un jeu de couleurs. C'est bleu, vous comprenez bien que c'est formidable. C'est rouge, c'est forcément beaucoup plus problématique. Et je vais vous montrer rapidement les stades intermédiaires qu'il peut y avoir entre ces deux stades extrêmes. Alors, premier cas de figure, ça, je vous en ai parlé, tout ça, c'est fait, tac, tac, tac. Voilà. Premier cas de figure, win-win. Bah oui, c'est bleu, c'est formidable. Vous imaginez ce que c'est que pour l'entreprise. C'est-à-dire que sur la même interaction, vous êtes capable d'enchanter votre client et d'engager fortement votre collaborateur. C'est quelque chose que le collaborateur adore faire. Donc, tout l'intérêt de l'entreprise, c'est de se dire comment je fais pour déployer ce bousin, comment je fais pour faire en sorte que ces interactions arrivent beaucoup plus souvent. Je vous donne un exemple. On travaille avec la SNCF et on s'aperçoit à la SNCF de façon presque totalement marginale qu'il y a une dizaine de contrôleurs sur les 2000 qu'on a interrogés qui pratiquent un truc très, très, très différent. C'est-à-dire que quand ils rentrent dans un wagon, dans une voiture, on ne dit surtout pas wagon à la SNCF, quand ils rentrent dans une voiture, ils repèrent un petit gamin qui a 10 ans, une petite fille qui a 10 ans, et lui demandent, avec l'accord des parents, est-ce que tu veux faire le contrôle des billets avec moi? Le gamin dit oui, les parents sont enchantés, le contrôleur met sa casquette de contrôleur sur la tête du gamin, et c'est le gamin qui va voir les clients en disant « Bonjour, contrôle des billets, s'il vous plaît ». Et ça se passe comme ça. Et vous imaginez à quel point l'ambiance du contrôle change de tout au tout. C'est plus la même atmosphère, ça n'a plus rien à voir. Le gamin est ravi, les parents du gamin sont ravis, les gens dans le wagon sont... Enfin, je veux dire, c'est plus la même... Vous voyez à quel point l'atmosphère du contrôle change totalement, et le contrôleur est ravi. Quand on comprend ça, c'est infinitésimal, 10 sur 2000, rien, etc. On se dit, il faut déployer ce machin. Et la SNCF se dit, oui, puisqu'on veut faire en sorte que les contrôleurs aient des interactions plus positives, créer des moments un peu plus intéressants, qui aient un peu plus de relief, on va déployer ça. Et alors, pour la petite histoire, ils ont commencé les programmes de formation, et les programmes de formation sont fantastiques. Le programme, c'est simple. C'est un contrôleur qui est flanqué d'un comédien, déguisé en contrôleur. Le comédien ils arrivent en voiture 1, le comédien montre au contrôleur comment on fait pour choper le gamin, lui mettre la casquette sur le truc, etc. etc. On débriefe, et le contrôleur fait ça, et le comédien fait ça, et le contrôleur regarde ce qui se passe. Fin de la voiture 1, débrief. On se raconte les trucs, etc. Voiture 2, c'est le contrôleur qui fait. C'est lui qui a, etc., etc. Fin de la voiture 2, débrief. Voiture 3, c'est de nouveau le comédien qui s'y met et qui remonte au contrôleur. Voiture 4, le contrôleur fait. Fin de la voiture 4, c'est acquis. C'est hyper malin. Et voilà comment on va développer des bonnes pratiques comme ça. Et c'est un des exemples de ce que la SNCF essaye de mettre en place pour créer ces moments d'enchantement, ces moments qui a un peu plus de relief. Deuxième étape, et alors je vous donnerai moins d'exemples parce que j'ai d'autres choses à vous raconter derrière. Deuxième étape, vous comprenez bien, c'est ce qu'on appelle le coup de chance. Vous voyez bien la situation, on enchante le client, pas de son, pas d'image côté collaborateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on enchante le client, mais qu'on n'en a pas conscience. Donc si on n'en a pas conscience, ça veut dire que la pérennité de cette source d'enchantement est en danger. C'est-à-dire que si j'en ai pas conscience, ça veut dire qu'un jour je vais arrêter de le faire. Donc là, le truc est très simple quand on a identifié ça. C'est un message très facile à faire passer aux équipes. On va les voir, on leur dit les gars, quand vous faites ça, c'est génial, la grande barre bleue, on leur montre les verbatims, et on infuse ça dans les programmes de formation, de sensibilisation, jusqu'au moment où une barre bleue apparaît côté collaborateur. Et on sait quand la barre bleue apparaît côté collaborateur, ça y est, c'est solutionné, c'est acquis, c'est pérenne, on peut passer à autre chose. Et d'ailleurs, c'est plus en coup de chance, c'est passé en win-win. Troisième cas de figure, ce qu'on appelle la douleur. Alors là, qui s'entend bien sûr comme la douleur du collaborateur, parce que vous voyez, côté client, c'est bleu, tout va bien. Par contre, côté collaborateur, c'est rouge. Globalement, très simple pour vous simplifier, pour vous expliquer ce qui se passe ici, c'est que enchanter le client, ce qui est le cas, demande tout simplement trop d'efforts au collaborateur. Donc,
C'est une confirmation de geste commercial qui lui prend 20-25 minutes parce que l'entreprise exige de lui qu'il fasse ça par SMS puis par courrier postal et qu'il n'a pas les outils pour le faire, Et bien globalement, si demain, si l'entreprise ne vient pas rapidement en aide à ses collaborateurs, s'il ne trouve pas la solution qui fait qu'en 2 minutes chrono, il va faire exactement la même chose que celle qu'il faisait avant en 20 ou 25 minutes, et ben c'est le seul moyen de protéger ses sources d'enchantement. Donc l'idée ici, c'est vraiment de venir en aide et de proposer souvent les outils qui simplifient la vie du collaborateur. Quatrième cas de figure, les couleurs sont toujours inversées, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Donc c'est ce qu'on appelle le mauvais combat. Pourquoi le mauvais combat? Parce que vous voyez qu'on a côté collaborateur un collaborateur qui est super fier de lui, tout se passe bien. De son point de vue, il a bien défendu l'intérêt de l'entreprise notamment, où il a bien appliqué les consignes de rediriger les clients vers les outils digitaux ou les bornes interactives comme on lui a dit de le faire. Sauf qu'en faisant ça, il ne se rend pas compte qu'il s'aliène un paquet de clients, parce qu'il ne le fait pas très bien, ou parce que c'est un peu trop directif de sa part, ou parce que son sentiment de défendre l'entreprise fait que, par exemple, il va suspecter beaucoup de clients. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure là-dessus. Donc là, il faut aller voir des collaborateurs, ces collaborateurs qui sont très engagés, parce que des collaborateurs qui vont défendre l'intérêt de l'entreprise, c'est des collaborateurs engagés. Il faut aller les voir, leur parler très gentiment, les féliciter pour leur engagement dans ce qu'ils font, etc. Mais il faut surtout leur expliquer que ça ne se passe pas là, quoi. Il y a d'autres combats à mener qui sont beaucoup plus pertinents et qui défendront beaucoup mieux l'intérêt de l'entreprise que ce qui se font là, en leur montrant les réactions des clients. Cinquième cas de figure, la cécité. Pourquoi la cécité? Parce qu'il y a à l'évidence une forme d'aveuglement. Le client souffre, on ne le voit pas. On ne le commente pas, ou on ne veut pas le voir. Donc là aussi, c'est important dans les entreprises de lister tous ces moments de cécité. Tous ces moments pour, là aussi, alimenter les programmes de formation, alimenter la sensibilisation des collaborateurs en disant, dans ces moments précis, celui-là, celui-là et celui-là, le client est en souffrance. Donc ouvrez les yeux, les gars. Ouvrez les yeux, bougez-vous, faites quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça n'arrive plus jamais? Et ça fait partie des programmes de sensibilisation. Et puis, dernier cas de figure, c'est ce qu'on appelle l'impasse. Je vous fais ça un peu au pas de charge, hein, mais bon, voilà. Le temps est compté. Dernier cas de figure, c'est ce qu'on appelle l'impasse. Alors là, pour faire simple, c'est rouge des deux côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous avez des clients furieux qui hurlent sur des collaborateurs qui n'ont pas les solutions, qui n'ont pas d'autre solution que de faire le dos rond, puisqu'ils sont dans des situations inextricables. Vous n'imaginez pas le nombre de situations comme ça qu'on trouve dans chacune de ces études. C'est entre 5, 6, 8, 10 parfois situations comme ça qui sont des trous noirs relationnels. Pourquoi je parle de trous noirs? Parce que c'est des solutions qui n'ont jamais même été envisagées par le haut management. Donc le collaborateur, comme ça n'a jamais été envisagé par le haut management, il n'y a aucune solution pour le collaborateur pour se sortir de ces moments-là. Donc il se fait hurler dessus par un client, et il ne sait pas comment se dépêtrer de ce machin-là parce que ça n'a jamais été envisagé. Donc du coup, il faut identifier ces trous noirs, voir avec le top management qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là. Par exemple, et puis c'est souvent un éventail de solutions auxquelles il faut penser, parce que quand on est dans l'hôtellerie, si le client est là juste une soirée ou s'il est là pour la semaine, ça change tout l'éventail de solutions qu'on peut proposer. Mais globalement, il faut voir ça, envisager ces solutions, comprendre est-ce que les règles qu'on demande à appliquer à nos collaborateurs sont vraiment si intéressantes que ça, est-ce qu'on ne peut pas les assouplir parfois, etc. Bref. Donc voilà comment on travaille. Voilà comment on met en place cette symétrie des attentions. Vous voyez que c'est finalement une méthode assez simple. C'est un process qui prend entre 7 et 8 semaines. Vous voyez, je veux dire, entre 7 et 8 semaines, on arrive à ça et on arrive à identifier toutes les interactions clés et avec une idée clé de comment est-ce qu'on doit manager ces interactions. Une fois qu'on a ça, alors, du coup, je reviens sur ce que m'a demandé Manuel. Manuel m'a dit, fais-moi une synthèse de tout ça. Alors, contrairement à ce que je vous dis, alors ça, je vous l'ai montré. Tac, tac, tac. Oh là là. Voilà. Alors, on a sorti cette typologie. En fait, on a fait, alors non pas, on est maintenant, c'est un vieux slide malheureusement, mais on est aujourd'hui à à peu près 45 études miroirs qu'on a pu conduire dans 20 secteurs d'activité différents. Donc, vous voyez ici les petits logos. De ça, finalement, on en a sorti, ce que je veux dire, c'est 45 études, comme à chaque fois, il y a une vingtaine d'interactions qu'on décortique. 45 fois 20, ça fait 900 interactions qu'on a regardées à la loupe, en comprenant ce que vit le client, ses ressentis, ses aspirations ou ses frustrations, et ce que vit le collaborateur de l'autre côté. Donc ce sont 900 interactions qu'on a décortiquées, etc., etc. Et finalement, de ces 900 interactions, j'en ai sorti ici 9 postures, 9 rôles, 9 casquettes dans lesquelles le collaborateur se trouve, qui sont parfois extrêmement valorisantes pour eux, ou au contraire totalement déconcertantes pour eux. Et ce que je vous propose, c'est j'aurai peut-être pas le temps de faire les 9, mais je vais vous en partager quelques-unes. Alors voilà les 9 casquettes. Première casquette, c'est ce qu'on appelle le démineur, ce qu'on a appelé le démineur.
C'est-à-dire, c'est la capacité. Alors, le leitmotiv du démineur, c'est ça. C'est une catastrophe, ce truc. J'ai réussi à désamorcer l'anxiété du client. On a finalement abordé déjà ce genre de sujet ici, etc. C'est la capacité étonnante de certains collaborateurs à changer la donne en 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ou parfois 20 minutes chrono. La capacité du démineur, et c'est là où on voit que le démineur est une pépite pour l'entreprise, une pépite, c'est la capacité à retourner une situation défavorable, à transformer un client qui vocifère ou un client qui pleure. On a des clients qui pleurent dans l'assurance parce que le sinistre, etc., il pleut chez eux, vous voyez ce que je veux dire. Il a une capacité à transférer ce client nerveux ou pleurant en un client qui rigole en 5 minutes chrono. C'est dingue, c'est des prouesses. Et pourquoi il arrive à faire ça? Parce qu'il y a de l'écoute, il y a de la patience, il y a du temps accordé, il y a de l'empathie, il y a de l'humour parfois, etc., etc. Et c'est ça qui va faire la différence. Je vous donne un verbatim type qu'on a vu, alors qui est forcément vrai, sinon ça n'a aucun intérêt. Mon meilleur moment, c'est lorsqu'une cliente, victime d'inondation, s'est présentée en pleurs et qu'elle est repartie en riant après que nous ayons échangé, pris du temps et dédramatisé la situation. Vous imaginez le tour de force. Mais le tour de force de ce collaborateur, c'est extraordinaire. Donc, quand on a identifié des démineurs, il faut en tirer tout le parti qu'on peut en tirer. Je veux dire, c'est extraordinaire un démineur. Les premières fois qu'on a fait ça, c'était chez Maïf, où on avait identifié une dizaine de démineurs sur les 2500 conseillers Maïf, etc. Et finalement, tout le travail, ça a été de mettre ces 10 démineurs devant le reste des collaborateurs, pour montrer aux autres comment on travaille là-dessus. Donc comment les identifier et comment tirer le meilleur parti de ces démineurs, de ce talent incroyable? Il faut les identifier, c'est ce que je vous disais, il faut les valoriser, il faut démultiplier leurs pratiques, et puis le meilleur moyen, c'est de les encourager à partager leurs pratiques et leur savoir-faire avec leurs pairs, ce qui est bien sûr l'intérêt. Deuxième typologie, je ne sais pas combien de temps il me reste, Manuel. Bon alors, 5 minutes avec la question, alors aucune chance. Alors je vous passe sur le sauveur, qui adore venir en aide aux clients, qui a un sens de l'observation très aigu. Celui-là est formidable comme verbatim. J'ai dû installer notre application à une vieille dame sur son téléphone en lui expliquant comment ça fonctionne, et elle fut ravie. Donc voilà, on voit bien l'idée. Elle m'a offert une boîte de chocolat. Déjà, c'est formidable. Il reçoit une boîte de chocolat parce qu'il a installé la vieille dame. Puis elle m'a amené toutes ses amies pour que je leur montre. Donc il y a eu un défilé de vieilles dames devant ce type-là, qui a passé son temps à installer des applications pour toutes ces vieilles dames. Du coup, elles sont toutes connectées et me remercient à chaque fois. En fait, le type travaille dans un cinéma, et c'est toutes les vieilles dames qui viennent à chaque séance le saluer, etc. Donc il a des boîtes de chocolat, il passe son temps à installer des applis. Bref, mais il a créé une relation extraordinaire avec elle. Il y a le suspicieux. C'est quelqu'un qui vous dit « j'aime pas les resquilleurs et encore moins les fraudeurs », et vous comprenez bien que cette personne-là est assez redoutable. Un verbatim clé de suspicieux: les clients oublient que notre entreprise n'est pas une œuvre de bienfaisance, et vous voyez bien tout de suite que là, où est la posture, et une certaine forme de rigidité déjà. Donc dans ce cas, je donne ce qui est préconisé par le marketing, ni plus ni moins, et on comprend bien qu'il ne donnera surtout pas plus. Et les fraudeurs et les profiteurs, je les coince tout simplement, et vous vous dites, ce type-là est redoutable. Et je pense que c'est suspicieux, il faut faire très très attention, et c'est un petit peu les gens dont je vous parlais dans le mauvais combat, qui ont tendance à penser qu'ils défendent l'intérêt de l'entreprise, et c'est souvent des catastrophes. En fait, il faut les rediriger et rediriger leur énergie autre part. Il y a le démuni. Le démuni, c'est j'arrive jamais à justifier nos tarifs, nos frais, nos augmentations devant un client. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où on a vu ça. Il y a beaucoup de collaborateurs qui sont coincés dans ces moments-là. Et on l'a vu dans beaucoup de cas. C'est terrible. Ils ne savent pas. Il n'y a pas pire pour le conseiller bancaire que le client qui appelle en disant « Vous pouvez m'expliquer là les 13,73 € de frais bancaires ?» Et c'est le drame du conseiller bancaire. Le drame. Il ne sait pas répondre à ça. Structurellement, ils ne savent pas. On en a même des conseillers bancaires qui développent des stratégies d'évitement de ses clients. C'est-à-dire qu'ils gagnent du temps en disant « Écoutez, non, 13,73 €, bah écoutez, je vais regarder ça, je vous rappelle. » Et il rappelle jamais. Et le client rappelle une fois, rappelle deux fois, il ne décroche jamais. Ah, c'est monsieur Garnier qui appelle pour ses frais bancaires. Non, surtout, je suis occupé, etc. Mais des trucs dingues, au point qu'à la 7e fois, c'est le client qui débarque comme une furie en agence. Et on a vu des cas, mais vrais, de conseillers bancaires, surtout avec des couteaux sous la gorge, physiquement. Parce qu'on a créé des cocottes minutes, parce qu'au départ, il n'a jamais su répondre à cette histoire des frais bancaires. Donc le démuni, une cliente m'informe qu'elle a essayé d'acheter ses billets sur Internet, mais qu'arrive au paiement, ça n'a pas abouti. Je lui ai dit que c'était pas grave et qu'on allait le faire la réservation ensemble. Mais entre-temps, les billets étaient beaucoup plus chers et impossible de lui expliquer pourquoi. Pauvre gars, je veux dire, il part, il veut aider cette cliente, etc. Ça part super bien, il est là pour l'aider, etc., etc. Et tout d'un coup, les billets, ils ont pris 30 €.
Et là, il est totalement démuni. Il ne sait pas quoi dire. Et le truc, alors qu'il part dans de très bons sentiments, se retourne contre lui comme un boomerang. C'est une horreur. Donc, qu'est-ce qu'on met à la disposition de ce collaborateur-là pour qu'il puisse argumenter, sauver la face, dire quelque chose qui soit pertinent, quelque chose qui calme le client? C'est indispensable. Et vous n'imaginez pas le nombre de collaborateurs dans des industries très différentes qui sont confrontés à ça. Justifier une augmentation tarifaire, justifier des frais, justifier, etc. etc. Cinquième, le déjuger, je vais passer vite. Globalement, c'est mon manager me déjuge devant un client. C'est un des grands moments de solitude du collaborateur. C'est-à-dire que non seulement ça se passe mal avec le client, mais en plus le manager vient, le manager donne tout de suite raison au client, et c'est le drame. Et donc là, il y a un sentiment de solitude très profond. Donc là aussi, c'est des choses qu'on doit prévoir, accompagner, etc. Parce que c'est des moments qui sont particulièrement désengageants pour le collaborateur. Je vous donne juste un verbatim. Le client a commencé à être agressif dans sa façon de parler et insultant envers moi. J'ai donc fait appel à mon responsable qui n'a pas attendu très longtemps avant de lui donner raison, et ça c'est déjà terrible, au détriment de mon bien-être, et on voit bien ce qu'il veut dire là-dedans. Je me suis senti lâché par mon responsable et en situation d'impuissance. Le client n'a donc plus qu'à m'insulter pour avoir ce qu'il veut, c'est très décourageant. J'étais dépité et en colère contre mon responsable et le client, je me suis donc senti très seul. Et c'est vrai que ce sentiment de solitude est très très profond dans ces moments-là. Il a le rôle du méchant, il se dit je suis con vis-à-vis de son manager, et il perd le client. Et quand on a des business très réguliers comme la banque, je veux dire, perdre un client, perdre la face par rapport à un client comme ça, c'est insupportable. Le piéger, je dois faire appliquer des règles inapplicables, c'est dingue. Mais c'est dingue le nombre de collaborateurs qui sont obligés d'appliquer des règles qui sont inapplicables. Un exemple très clair, c'est celui-là, je vais vous le donner dans le verbatim. Toutes les 2 heures, on est dans le cinéma. En fait, toutes les 2 heures, c'est le responsable de salle qui monte en salle pour expliquer à toutes les personnes qui sont dans le cinéma que la sortie, c'est par là-bas, en bas à droite, directement dans la rue. Et bien lui, il vous explique que toutes les 2 heures, les clients nous manquent de respect, nous poussent ou nous insultent parce qu'on ne les laisse pas rentrer par l'intérieur pour aller aux toilettes en fin de séance. Et en fait, toutes les 2 heures, il est en haut de la salle, il a la consigne ferme de son directeur de cinéma tu ne laisses rentrer personne par le haut parce qu'il peut y avoir un tricheur. Donc la sortie, c'est tous en bas, directement dans la rue. Et lui, il dit, c'est impossible parce que toutes les 2 heures, j'ai quelqu'un qui me dit, mais attendez, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et puis ça va très vite, c'est-à-dire qu'il dit, bah non, c'est pas possible. Et là, tout de suite, dans les 5 ou 6 qui veulent faire ça, il y en a tout de suite un qui dit, attendez, je viens de vous lâcher 50 €, je viens de passer 2 heures chez vous, c'est pas vous qui allez m'empêcher d'aller aux toilettes. Et ça part dans ce rythme-là, et forcément, quand c'est déjà là, c'est compliqué à gérer derrière. Et ça se passe toutes les 2 heures. Le prudent. Il nous reste 2 minutes là. Ouais, j'attends d'être sûr à 100% avant d'annoncer quoi que ce soit au client. Ben, vous voyez bien ce qu'il y a derrière ça. Et ben, c'est des choses qui sont totalement inapplicables. Regardez le verbatim ici. Le manque de fiabilité des informations en cas de retard est un des pires moments. On n'est jamais sûr de rien, donc on ne dit rien. Client dans le brouillard, tout comme nous. Au bout d'un moment, on se fait défoncer par des clients excédés. Et dans plein d'industries, ça se passe. Le décalage entre l'espace spatio-temporel de l'entreprise versus l'espace spatio-temporel du client ne se rencontre pas. Et ça crée des choses comme ça. Je termine là-dessus. Ah, il fallait en parler, l'impuissant. Ben oui, il y a beaucoup de collaborateurs impuissants, bien sûr, clairement. J'ai aucune marge de manœuvre pour régler les cas spécifiques de ce client. Les situations d'impuissance des collaborateurs sont énormes. Quand je vous parlais de ces trous noirs relationnels, ce sont toutes ces situations d'impuissance. Un verbatim là-dessus. Devoir gérer les dysfonctionnements avec Expedia, on est dans l'hôtellerie. Et vous imaginez, vous allez voir la situation de ce pauvre collaborateur. Les réservations entrent alors que nous sommes complets. Les clients se présentent alors que nous n'avons même pas reçu le mail de réservation. On passe pour des gens peu professionnels alors que nous ne sommes pas responsables. Le problème dure et le sentiment est qu'au siège, rien n'est fait. La semaine dernière, c'est arrivé 4 fois, un très mauvais moment à chaque fois. Vous imaginez, le client vient et parfois il n'a plus de chambre, le gars. Parfois, il n'a plus de chambre. Donc, comment je gère ce truc-là? Comment je gère ce moment-là? Tu connais bien ça, Hervé. Qu'est-ce que je fais pendant ces moments-là? Eh bien, si l'entreprise n'a pas pensé ça, si l'entreprise n'a pas dit, dans ces moments-là, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, etc., c'est forcément problématique. Je termine avec le dernier, le poilu, le meilleur. Manuel. Pourquoi le poilu? Parce que le poilu, son leitmotiv, c'est ce client ne veut rien entendre. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le poilu ne s'est pas rendu compte qu'il était rentré dans une guerre de tranchées avec son client. Il est dans une guerre de tranchées, c'est-à-dire qu'il lui parle, le client ne veut pas entendre, et il ne fait que lui répéter en boucle les mêmes arguments. Il croit qu'il change de discours, il croit qu'il change d'argument, il change de mots, il croit que ça fait une différence. Non, c'est toujours le même argument et toujours qu'il répète en boucle. Donc, l'interaction la plus frustrante vécue cette année a eu lieu lors d'un échange avec un client ne percevant pas l'intérêt de nos contrôles de sécurité. Je lui ai expliqué plusieurs fois, mais il n'a rien voulu entendre. Je lui ai répété plusieurs fois. Je ne lui ai pas expliqué plusieurs fois, je lui ai répété plusieurs fois la même chose, et l'autre ne comprend pas. L'autre ne veut pas l'entendre pour X raisons. Donc là aussi, il faut faire en sorte que les poilus prennent conscience de ça, leur expliquer et les former à différentes façons de tourner des arguments, de changer de posture, etc. Enfin, il faut varier les arguments. Et parfois, ils croient qu'en changeant 2 mots, ou en changeant une tonalité, ou en mettant une formule d'excuse, ça va faire la différence. Non, ils ne font que répéter la même chose.
Et ils sont dans des guerres de tranchées sans même s'en rendre compte, d'où leur statut de poilu. Voilà. Après, ce que je veux dire, je termine là-dessus, Manuel. Non, mais attends, j'aurais pour une seconde. Ce que je veux dire, tout simplement ici, c'est que ce ne sont pas des typologies figées. Je veux dire, un type n'est pas poilu ou n'est pas démineur forever. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être poilu ou démineur dans la même journée, parce que, etc., etc. Donc, ce n'est pas des typologies figées. Il ne faut pas dire, tiens, lui, c'est un poilu ou lui, c'est un machin. Non, ce sont des situations qui sont différentes et qui peuvent arriver à chacun dans la même journée. Voilà, c'est des trucs, ce sont des typologies qui sont loin d'être définitives. Voilà, je termine là-dessus. Remarquable, merci.